8 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu à l'Iran pour anéantir plus de 120 millions de dollars d'aviation de combat américaine et coûter la vie à plusieurs militaires américains dans un double abattage qui a fondamentalement réécrit les règles de l'ensemble de ce conflit. Le 3 avril 2026, vers 14h22, heure locale, un F-15 E-Strike Eagle américain, parmi les chasseurs multirôles les plus redoutables jamais mis en service par l'armée des États-Unis, a été arraché violemment du ciel au-dessus de la province du Khouzistan par des batteries de défense aérienne iraniennes. L'équipage de 2 hommes s'est éjecté, une opération de secours a été lancée immédiatement. Un Addix Warthog, la légendaire plateforme d'appui aérien rapproché, conçue précisément pour encaisser le feu au sol et extraire du personnel des environnements les plus hostiles imaginables, a foncé vers les coordonnées du crash et n'est jamais revenu. Des missiles solaires iraniens ont acquis l'appareil de secours, obtenu un verrouillage et l'ont pulvérisé au-dessus du golfe Persique. Le pilote à bord de ce Warthog est confirmé mort. Le sort de l'équipage du F-15 demeure totalement inconnu à cette heure. C'est la première fois que les États-Unis perdent 2 appareils de combat au cours d'un même engagement depuis l'opération Desert Storm en 1991 et toute la séquence s'est déroulée en seulement 8 minutes. Les répercussions de ce qui s'est produit cet après-midi-là ne sont rien de moins que catastrophiques. À lui seul, le déséquilibre des coûts fait de cet engagement un cauchemar stratégique que les planificateurs du Pentagone peinent encore à seulement commencer à traiter. Et lorsqu'il devient clair ce que signifie réellement sur le plan opérationnel la perte de la supériorité aérienne au-dessus du golfe Persique, il devient aussi clair que l'ensemble du schéma de campagne américain pour ce conflit s'est effectivement effondré. Les grands médias diffusent des images de champs de débris et présentent cela comme un revers isolé. Ce que révèle cette analyse est bien plus conséquent. Un réalignement fondamental de l'équilibre militaire des forces dans tout le Moyen-Orient. C'est le genre de mise en scène qui paraît bien rodée sur un pupitre trumpiste et creuse dans un rapport de sauvetage. Voici la séquence confirmée des événements. Vers 14h22, heure locale, le 3 avril, le commandement central américain a officiellement reconnu qu'un F-15 Strike Eagle menant des opérations au-dessus du sud-ouest d'Iran avait été engagé par ce que les porte-paroles militaires ont décrit comme une infrastructure avancée de défense aérienne intégrée. L'appareil participait à l'opération Epic Fury, la campagne conjointe américano-israélienne, qui frappe systématiquement des installations militaires iraniennes depuis 5 semaines. Le F-15 était, selon toute vraisemblance, soit en train d'exécuter une mission de frappe, soit chargé d'assurer l'escorte de bombardiers pénétrant plus profondément dans le territoire iranien. Les médias d'État iraniens ont annoncé la destruction presque immédiatement, affirmant que l'appareil avait été abattu au-dessus de la province du Khouzistan. Ce corridor riche en pétrole, à la frontière de l'Irak, qui a servi de zone de combat principale pendant toute la durée de cette guerre. Le F-15 Strike Eagle n'est pas un actif sacrifiable. Le coût unitaire de base tourne autour de 30 et $1 million par cellule, mais une fois additionnés les suites avioniques, l'intégration des systèmes d'armes, les ensembles radars et l'investissement cumulé en formation nécessaire pour produire un équipage complet de 2 hommes pleinement qualifiés, la perte totale grimpe vers $50 millions par appareil. Il s'agit d'une plateforme de combat multirôle de 4e génération capable de mener à la fois des engagements air-air et des frappes de précision au sol. Il vole à des vitesses supérieures à Mach 2, emporte jusqu'à 23 000 livres d'armement et dispose de certaines des technologies de guerre électronique les plus sophistiquées de tout l'inventaire militaire américain. Il a été spécialement conçu pour pénétrer l'espace aérien adverse, neutraliser les menaces solaires et survivre dans des environnements contestés. Le 3 avril, il n'a rien accompli de tout cela. Le corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué la destruction en l'attribuant à des plateformes de défense aérienne fabriquées dans le pays. C'est là que l'analyse devient véritablement alarmante. L'Iran exploite un réseau de défense aérienne en couche et redondant, combinant des systèmes S-300 fournis par la Russie,
dont certains ont été modernisés localement jusqu'à des performances équivalentes au Squadron 100 dans certaines configurations, avec des plateformes indigènes, notamment le Bavar 373, la réponse iranienne à la famille des S-300, dévoilée publiquement en 2019. Le Bavar 373 revendique un rayon d'engagement de 300 km et une capacité de suivi simultané allant jusqu'à 100 cibles aériennes, tout en engageant 6 à la fois. Son intercepteur Sayad 4B se déplace à des vitesses proches de Mach 5 et emporte une ogive de 60 kg spécialement conçue pour neutraliser les avions de combat modernes et les missiles de croisière. Le détail qui devrait susciter une véritable inquiétude dans les salles de planification du Pentagone est le suivant. Le Skinze opérait presque certainement avec l'ensemble complet de ses contre-mesures de guerre électronique pleinement actives. Il aurait brouillé agressivement les fréquences radar iraniennes, déployé des leurres et des fusées éclairantes et exécuté des manœuvres d'évitement dans toute l'enveloppe d'engagement. Rien de tout cela n'a permis un résultat viable. Les systèmes iraniens ont suivi l'appareil, obtenu un verrouillage de tir et l'ont détruit. Ce résultat signifie l'une de deux choses. Soit les technologies iraniennes de radar et de conduite de tir ont progressé bien au-delà de ce qu'avaient évalué les agences de renseignement américaines, soit les capacités américaines de guerre électronique ne suffisent plus à vaincre un réseau moderne de défense aérienne intégré. Les deux conclusions représentent un désastre stratégique du plus haut ordre. Le premier abattage à lui seul aurait constitué un coup dévastateur, ce qui a suivi l'a transformé en catastrophe à grande échelle. Le protocole militaire américain standard, lorsqu'un avion de combat tombe en territoire hostile, prévoit une réponse immédiate de recherche et de sauvetage au combat. La DIX Thunderbolt 2, universellement connue sous le nom de Warthog, existe précisément pour ce type de mission. C'est un appareil lourdement blindé d'appui aérien rapproché, construit autour d'un canon rotatif de 30 mm, capable de déchiqueter des cibles durcies au sol. Son cockpit blindé en titane est conçu pour encaisser des impacts directs d'obus de 23 mm. Il opère à basse altitude et à vitesse réduite, fournissant un feu de couverture aux membres d'équipage abattus pendant que les moyens d'extraction se rapprochent de leur position. Le 3 avril, un Warthog a décollé d'une base opérationnelle avancée, très probablement à l'Udeid au Qatar, ou une installation au Koweït, et a foncé vers les coordonnées du crash du F-15E. Les forces iraniennes s'étaient déjà redéployées. La DIX a été engagée au-dessus du golfe Persique, à environ 40 km au large de la côte du Khouzistan. Des batteries iraniennes de défense côtière peuvent être le système de missiles Talash, spécifiquement optimisé contre les cibles à basse altitude, ont acquis le Warthog au moment où il effectuait sa trajectoire d'approche. La vitesse aérienne caractéristiquement faible de la DIX, la même qualité opérationnelle qui le rend redoutablement efficace lors des sorties d'appui aérien rapprochées, l'a transformé en cible accessible pour des intercepteurs guidés par radar. L'appareil a encaissé un impact et s'est abîmé dans le golfe Persique. Les forces navales iraniennes ont récupéré le corps du pilote. Le commandement central américain a confirmé publiquement cette deuxième perte plusieurs heures après l'engagement. L'arithmétique financière de ce qui s'est produit au-dessus du Khouzistan cet après-midi-là est d'une gravité extrême. Un F-15E entièrement équipé représente environ 50 millions de dollars de valeur d'actifs directs. Une cellule d'ADIX a un coût de remplacement d'environ 20 millions de dollars. L'investissement cumulé en formation intégrée dans 3 pilotes de combat très expérimentés, chacun représentant des années de progression en école de pilotage, de qualification sur système d'armes et d'expérience en déploiement opérationnel, ajoute entre 10 millions et 15 millions de dollars de capital humain perdu par aviateur. Ce seul engagement a généré au minimum 120 millions de dollars de pertes directes pour les États-Unis. Les missiles intercepteurs iraniens qui ont détruit les deux appareils ont coûté entre 500 000 dollars et 2 millions de dollars l'unité selon la variante de système utilisée. L'Iran a dépensé moins de 5 millions de dollars au total pour éliminer 120 millions de dollars de puissance de combat américaine. Cela représente un ratio d'échange de coût de 24 contre 1 en faveur du camp défensif. Et le problème aggravant est de ceux que l'argent seul ne peut pas résoudre rapidement.
Les États-Unis ne peuvent pas produire des pilotes de chasse de remplacement selon un calendrier accéléré. Former un officier système d'armes de Fkwinzi pleinement qualifié pour la mission exige au minimum 18 mois à partir du début de la formation. Remplacer les cellules elles-mêmes suppose une planification de production industrielle, des cycles d'autorisation budgétaire et des crédits votés par le Congrès. L'Iran, en revanche, fabrique ses missiles intercepteurs sur son territoire à un rythme de production que le renseignement américain estime à plus de 100 unités par mois. L'arithmétique stratégique qui consiste à envoyer des avions de combat à 50 millions de dollars dans les enveloppes d'engagement de missiles à 2 millions de dollars ne favorise pas le camp qui possède l'inventaire le plus coûteux. Mais le déséquilibre financier, aussi sévère soit-il, représente la dimension la moins grave des dommages infligés le 3 avril. Ce que le double abattage au-dessus du Khouzistan a révélé a des implications qui dépassent n'importe quel montant. Les États-Unis ont perdu la supériorité aérienne au-dessus du golfe Persique. Et dès l'instant où la supériorité aérienne est perdue, chaque opération suivante dans l'ensemble de la campagne militaire devient exponentiellement plus coûteuse en ressources, plus dangereuse et moins certaine de réussir. Depuis Desert Storm en 1991, la doctrine militaire américaine repose sur une hypothèse fondamentale. Les forces américaines domineront l'espace aérien au-dessus de n'importe quel champ de bataille qu'elles choisiront d'investir. Cette domination permet l'appui aérien rapproché des forces au sol, les frappes de précision contre les infrastructures ennemies, la suprématie en guerre électronique, la collecte persistante de renseignements, surtout la capacité à mener des opérations de recherche et de sauvetage au combat sans perdre l'appareil de secours au passage. Le 3 avril, cette hypothèse fondamentale a été détruite au-dessus du golfe Persique. Les réseaux iraniens de défense aérienne ont désormais démontré une capacité validée au combat à détecter, engager et détruire des avions de chasse américains opérant dans un espace aérien contesté. Plus grave encore, ils ont démontré leur capacité à le faire assez vite pour interdire les opérations de secours avant que les moyens d'extraction puissent achever leur mission. Cela modifie durablement le paysage psychologique du combat aérien sur ce théâtre. Chaque aviateur américain effectuant des sorties au-dessus ou à proximité du territoire iranien opère désormais en sachant que si son appareil est touché et qu'il parvient à s'éjecter, la plateforme de secours envoyée pour le récupérer pourrait ne pas survivre à la tentative. Ce basculement du calcul psychologique se répercute à tous les niveaux de la campagne aérienne. La planification des missions devient plus prudente, la tolérance au risque se contracte, le rythme opérationnel ralentit partout et cette dégradation survient au pire moment imaginable pour les objectifs stratégiques américains. L'opération Epic Fury dure depuis 5 semaines. Les sorties de frappe américaines ont visé plus de 2000 cibles sur le territoire iranien. L'objectif affiché, selon les communications de la Maison-Blanche, était de dégrader les capacités militaires iraniennes au point que le régime se désagrège de l'intérieur ou accepte de négocier des conditions. 5 semaines après le début de la campagne, le gouvernement iranien reste opérationnel. Le fils du guide suprême, Mojtaba Khamenei, consolide activement sa position au sein de la structure du pouvoir. Les frappes de missiles iraniennes continuent d'atteindre des cibles dans toute la région du Golfe. Et désormais, les défenses aériennes iraniennes démontrent leur capacité à détruire des appareils américains à un rythme qui dépasse celui du remplacement des équipages qualifiés. L'opération s'est présentée avec une confiance calibrée pour les slogans. La réalité a refusé le pactage publicitaire. Le Pentagone est confronté à un dilemme qu'il n'a pas connu depuis l'époque du Vietnam. Comment l'armée de l'air, la plus technologiquement avancée du monde, peut-elle soutenir une campagne aérienne lorsque l'architecture de défense aérienne de l'adversaire est non seulement intacte, mais qu'elle s'améliore activement et produit des destructions confirmées contre des appareils américains de première ligne? La réponse historique à ce problème a été la saturation numérique, en déployant des volumes d'appareils suffisamment élevés pour que même des taux d'attrition accrus n'empêchent pas la mission de se poursuivre. L'US Air Force contemporaine ne dispose pas de l'inventaire numérique nécessaire pour exécuter cette stratégie. Toutes variantes confondues, l'Air Force exploite environ 450 cellules de F-15. Perdre ne serait-ce qu'une douzaine d'appareils combat constitue une dégradation significative de la capacité totale.
L'Iran, pendant ce temps, aligne des milliers de missiles solaires répartis entre des installations fixes durcies, des lanceurs mobiles sur route et des batteries de défense côtière exceptionnellement difficiles à localiser, cibler et neutraliser durablement. Le tableau stratégique s'assombrit encore davantage lorsqu'on tient compte des engagements simultanés ailleurs. Les États-Unis fournissent en même temps équipement et soutien en renseignement à l'Ukraine, maintiennent une posture de préparation au combat complète pour d'éventuelles contingences impliquant la Chine et Taïwan, et mènent désormais une campagne aérienne à grande échelle contre l'Iran. La capacité de production industrielle de défense américaine ne peut pas suivre les taux de consommation actuels sur ces trois flux de demande. Les stocks de missiles diminuent, les retards de maintenance des appareils s'allongent, les taux de maintien en service des pilotes expérimentés reculent, à mesure que des vétérans du combat évaluent le risque personnel et choisissent de quitter l'institution plutôt que de continuer à voler dans des environnements de menaces de plus en plus létaux. Le double abattage du 3 avril n'est pas une anomalie aléatoire ni un malheureux cas isolé. C'est le symptôme visible d'une surextension stratégique croisant une parité technologique que les planificateurs américains n'avaient pas anticipée sur le calendrier réel auquel l'Iran l'a atteinte. Le corps des gardiens de la révolution islamique l'a parfaitement compris et a rapidement exploité l'environnement informationnel. Des images de l'épave du F-15 ont été diffusées dans les médias d'État quelques heures après l'engagement, présentées à l'échelle nationale comme la preuve documentée que la puissance aérienne américaine présente une vulnérabilité réelle. Le corps des gardiens de la révolution islamique a publié les coordonnées précises du site du crash et lancé une invitation ouverte aux observateurs internationaux pour vérifier indépendamment la revendication de destruction. Il s'agit d'une guerre psychologique délibérée conçue pour éroder la confiance des aviateurs américains et, dans le même temps, signaler à chaque partenaire régional que Washington ne peut pas protéger de manière fiable ses propres appareils, encore moins fournir une couverture aérienne crédible aux forces alliées au sol opérant sous un espace aérien contesté. Toute la posture bravache d'un briefing pro-Trump ne brouille toujours pas une batterie de missiles. Les effets secondaires se propagent dans des directions qui aggravent les dommages tactiques immédiats. Chaque État du Golfe, qui accueille actuellement des installations militaires américaines, est en train de recalculer discrètement la valeur stratégique de cette relation au regard du niveau de risque qu'elle représente désormais. Si des appareils américains peuvent être détruits alors qu'ils décollent et atterrissent depuis des bases situées sur leur territoire souverain, ces installations deviennent des cibles légitimes pour des représailles iraniennes systématiques. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et le Qatar regardent tous des appareils de combat américains tomber du ciel et réévaluent en privé si leur alignement sur Washington est soutenable face à ce niveau de capacité iranienne démontré. L'ultimatum de 48 heures adressé par l'Iran aux États du Golfe, exigeant la fin de l'accès américain aux bases sous la menace de frappes systématiques contre leurs infrastructures d'exportation pétrolière, a désormais un poids bien plus crédible qu'avant que 2 appareils de classe F-15 ne soient réduits à l'état d'épave en 8 minutes. Le pilote de l'Addix mort, au-dessus du golfe Persique cet après-midi-là, accomplissait une mission que la doctrine américaine établie qualifie explicitement de viable. Le bilan de survie au combat du Warthog est légendaire. Il a déjà encaissé des impacts de missiles solaires lors de conflits précédents et ramené son pilote sain et sauf à la base. Le 3 avril, l'appareil conçu pour encaisser les coups et continuer à voler a été détruit avant même de pouvoir atteindre l'équipage qu'il avait été envoyé récupérer. Cela signifie que les intercepteurs iraniens sont plus performants, plus précis ou plus nombreux que ce qu'avaient projeté les évaluations du renseignement qui ont façonné la planification opérationnelle américaine. Très probablement les 3 à la fois. Le bilan à la clôture du 3 avril 2026 se lit comme suit. 2 appareils de combat américains détruits dans une seule fenêtre d'engagement de 8 minutes. 3 pilotes soit confirmés morts, soit portés disparus, leur sort demeurant inconnu. Plus de 120 millions de dollars de pertes matérielles directes. Les premières pertes américaines en combat aérien depuis 1991. Et la validation opérationnelle que la supériorité aérienne américaine au-dessus du golfe Persique n'est plus une condition garantie sur laquelle les planificateurs peuvent bâtir leurs hypothèses de campagne. L'Iran a dépensé moins de 5 millions de dollars pour effacer 120 millions de dollars de puissance de combat américaine. Un ratio d'échange de coûts que le Pentagone ne peut pas absorber indéfiniment.
La sortie de secours que la doctrine disait devoir réussir est devenue un piège mortel qui a consumé un autre appareil et un autre pilote sans récupérer personne. Et chaque aviateur qui vole aujourd'hui dans ce théâtre emporte désormais avec lui la certitude que si son appareil tombe, le secours pourrait ne pas arriver. Ou pire, il pourrait arriver et être détruit dans la tentative avant même d'atteindre sa position. C'est pas une guerre que les États-Unis sont en train de gagner dans les airs. C'est une guerre dans laquelle la force aérienne, la plus technologiquement sophistiquée jamais assemblée, vient de perdre 2 appareils de combat en 8 minutes face à une puissance régionale soumise à des sanctions internationales globales depuis 4 décennies consécutives. La question à laquelle personne au sein de l'appareil politique de Washington n'est prêt à répondre à voix haute reste simple et inévitable. Si l'Iran peut faire cela aux 35 jours du conflit, à quoi ressemblera le 70 ? La posture de dur survit plus facilement au micro qu'à la mission.